Donc, pour cette première présentation, on a la chance de recevoir professeur Fabrice Bernat de Strasbourg, membre du Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, pour nous parler de faut-il parler de psychiatrie intégrative et comment trouver l'exclu. Donc, merci pour ce titre qui va nous faire réfléchir et qu'on puisse échanger avec joie avec toi suite à ta présentation. Merci beaucoup, Jean-Arthur, pour ton introduction et merci à la société pour cette invitation sur ces sujets effectivement qui vont être passionnants et j'espère un peu confrontants aussi. Le titre, Faut-il parler de psychiatrie intégrative, vient un peu dans ce contexte en fait où le terme de médecine intégrative est de plus en plus utilisé, développé et finalement ce que j'aimerais aborder c'est les spécificités de cette question de la médecine intégrative appliquée à la psychiatrie et finalement comment cette question qui est posée pour la psychiatrie vient aussi nourrir les réflexions pour ce qui est de la médecine intégrative. Et le titre, le sous-titre, Comment trouver l'exclu, vient directement un peu de l'apport de cette réflexion sur la psychiatrie intégrative. Pour préciser que donc j'ai pas de conflit d'intérêt ni avec l'industrie pharmaceutique et puis peut-être les conflits d'intérêt théoriques pourraient être liés à mon appartenance au CUMIC. Il n'y a rien de plus à évoquer. Ma présentation, j'aimerais la mettre en perspective avec cette initiative très forte quand même en France de lutter contre la désinformation en santé et notamment qui vise les pratiques de soins non conventionnels, c'est-à-dire ces pratiques qui sont pas dans le champ de la médecine conventionnelle et pour lesquelles il y a tout un débat sur la question notamment de la preuve. Et c'était annoncé notamment par notre ministre récemment qui veut inscrire la lutte contre la désinformation en lien avec les questions de la médecine basée sur les preuves. Il y a un colloque qui s'est tenu au ministère de la Santé il n'y a pas très longtemps, qui finalement mettait en jeu la plupart des acteurs qui étaient déjà intervenus au cours d'un colloque à l'Académie de médecine organisé par la Fondation rationaliste Descartes sur information et santé, donc qui visait à lutter contre la désinformation en santé. Euh, J'irais colloque que j'avais trouvé intéressant, mais surtout, et j'en profite, l'intervention qui m'avait semblé la plus intéressante, c'est celle qui avait apporté finalement le plus de contrepoints un peu critiques sur cette question, qui était celle de Bruno Falissard. Il pourra en parler, et avec une de ces citations que je recite, enfin que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'idée que le scientisme fait le lit du complotisme. On va pouvoir développer ça peut-être un peu plus tard. Alors pour moi, dans ma réflexion critique sur la question de la lutte contre la désinformation, je vois un peu deux façons de lutter contre la désinformation. Une première qui est de vouloir instruire sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, faire la part entre le vrai et le faux et convertir en quelque sorte à une forme de vérité scientifique. Je sais que ce terme est assez peu propre à la pensée scientifique, mais c'est un peu comme ça que c'est véhiculé dans les médias. Et puis une autre vision de la lutte contre la désinformation qui est d'essayer d'éclairer au mieux les zones grises pour stimuler l'esprit critique et stimuler au mieux une pensée qui soit libre. Alors vous comprendrez que la première est plutôt une sur laquelle se penchent plus les institutions qui ont besoin quand même de rétablir une forme de d'axe. Celle des universitaires, pour moi, doit se concentrer surtout sur l'éclairage des zones grises pour essayer de décloisonner un peu certains débats et déradicaliser aussi certaines formes de pensée. Alors, on entre dans le vif du sujet. La médecine intégrative, il y a plusieurs définitions. Je vous en propose une. C'est l'association au traitement conventionnel des thérapies complémentaires les plus pertinentes dans une indication donnée et dans un parcours de soins défini. Tout ça amène donc à définir quels sont ces termes, traitement conventionnel et thérapie complémentaire. Sinon, on ne peut pas comprendre ce que c'est que médecine intégrative. Alors, les thérapies complémentaires, eh bien, ce sont celles qui sont utilisées, comme son nom l'indique, en complément de la médecine conventionnelle, parce que justement, elles n'en font pas partie. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont non conventionnelles. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par non conventionnel? Alors, je vais reprendre une définition qu'on trouve sur le site du ministère et qui a été réaffirmée en mars 2023 à l'occasion des assises des dérives sectaires par Agnès Firmin-Lebaudot, qui était ministre déléguée à la Santé, et qui dit on doit définir les pratiques de soins non conventionnels parce qu'elles ne sont pas, donc par la négative, elles ne sont pas reconnues scientifiquement par la médecine conventionnelle, elles ne sont pas enseignées au cours de la formation initiale, etc. Il y a plusieurs critères comme ça qui permettent de définir les pratiques de soins non conventionnelles parce qu'elles ne sont pas. Et donc, comme elles ne sont pas par rapport à quoi? Par rapport à une norme ou une référence qui est la médecine conventionnelle. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle médecine conventionnelle? Eh bien, la médecine conventionnelle, selon moi, peut aussi se définir par ce qu'elle n'est pas, ça veut dire c'est une médecine qui n'est pas non conventionnelle. Cette définition, elle peut paraître assez absurde, mais en réalité, c'est la meilleure que j'ai trouvée au terme de ces réflexions justement sur la question des frontières. Et en fait, on peut d'autant mieux le comprendre quand on regarde d'autres travaux académiques qui ont été faits sur la définition de la médecine conventionnelle, qui en arrive finalement à une définition qui est beaucoup plus une définition sociologique qu'une définition scientifique en tant que telle.
Et la médecine conventionnelle, c'est celle qui définit le système de médecine dominant dans un pays, ou politiquement dominant dans un pays, à une époque donnée. Donc, ça dépend du pays et ça dépend de l'époque. Par moment, ça a été appelé aussi médecine occidentale, en sachant que ben, les contours de la médecine conventionnelle peuvent varier aussi d'un pays à l'autre. On peut voir par exemple entre les États-Unis, la France et la Suisse, par exemple, il peut y avoir des contours assez différents. Mais quand on pousse le raisonnement encore un peu plus loin, finalement, la médecine conventionnelle, on pourrait la définir comme une médecine qui est définie comme telle au terme d'un consensus tacite, ce qu'on appelle en quelque sorte une convention, entre certaines personnes, et il s'agit encore de définir lesquelles, qui se revendiquent de ce groupe de la médecine conventionnelle et qui ont considéré que certaines pratiques étaient suffisamment minoritaires pour ne pas faire partie de la médecine conventionnelle. Autrement dit, la médecine conventionnelle, quand on pose cette question-là, ça définit un peu la question de qui détient la norme, qui définit la norme et qui considère que certains éléments ou certaines thérapies font plus partie des marges que de la norme centrale. Autrement dit, la médecine conventionnelle, elle repose plus sur des énoncés structurels. euh, elle repose sur des énoncés structurels, pas sur des énoncés conceptuels ni épistémologiques, et dépendent pas. Pardon. La médecine conventionnelle, elle repose sur des énoncés structurels qui ne sont ni conceptuels ni épistémologiques, et surtout qui ne dépendent pas d'un critère de preuve d'efficacité, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Alors là, on pourrait revenir un peu dans le détail, mais il y a à la fois dans ce qu'on appelle du conventionnel des approches, même au niveau médicamenteux, dont le niveau de preuve est quand même relativement faible. Et à l'inverse, des approches dites non conventionnelles qui ont fait leurs preuves et qui sont recommandées par plusieurs sociétés savantes. Tout ça, quand je parlais d'éclairer un peu les zones grises, c'est pour rappeler que cette vision qui opposerait une vraie médecine, qui serait la médecine conventionnelle, à une fausse médecine, qui serait les pratiques non conventionnelles, vision qui est quand même assez relayée dans les médias aujourd'hui, je dois dire, eh bien une vision pour moi que je qualifierais vraiment de binaire et qui néglige deux choses, à la fois la zone de recouvrement qui existe euh, tant au niveau des critères que des pratiques entre ce qui est dit conventionnel et dit non conventionnel, et qui surtout fait un peu l'impasse aussi sur le contexte sociologique, politique, qui tend à maintenir cette opposition apparente entre les deux. Parmi eux, on peut citer des enjeux corporatistes, des enjeux de remboursement, différents types d'enjeux qui ont plus vraiment à voir avec une définition un peu scientifique de cette différence entre les deux. Et donc la médecine intégrative, pour revenir sur ce sujet, eh bien c'est cette partie de la médecine qui tente de combiner de façon intelligente des approches qu'on dit conventionnelles avec d'autres approches dites non conventionnelles les plus pertinentes. Et c'est ce graphique permettant de montrer aussi que on peut avoir aussi des pratiques non conventionnelles qui sont complètement non intégrées aux pratiques non conventionnelles, aux pratiques conventionnelles, pardon. Et c'est là qu'on pourrait parler, par exemple, de pratiques ou d'utilisation alternative de certaines pratiques. Cette histoire des frontières, en fait, entre conventionnel et non conventionnel, eh ben, elle a une application directe sur ce qu'on va appeler intégratif, puisque ce que vous allez appeler intégratif, c'est comment vous intégrez ce qui était exclu du champ du conventionnel pour en faire de l'intégratif. Et des travaux historiques ont montré que cette frontière entre conventionnel et conventionnel, eh bien, depuis 200 ans, varie beaucoup. Il y a des pratiques qui ont été intégrées puis rejetées, puis réintégrées puis rejetées. L'exemple un peu paradigmatique, c'est l'homéopathie, mais on pourrait trouver ça aussi sur d'autres types d'approches. Je vous renvoie donc à cet article de Sylvain Villaret qui est très éclairant sur le sujet. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qui est considéré comme ne faisant pas partie de la médecine conventionnelle et pour quelles raisons en fait? Euh, et donc là, on peut croiser différents types de perspectives. Une première qui vient par exemple des États-Unis et qui essaye de regrouper sous un schéma, comme vous le voyez, assez complexe, l'intersection de différents champs qui sont considérés comme du non conventionnel, dans lesquels on peut trouver quand même, vous l'aurez vu, et parce qu'on est plusieurs psychiatres ici, eh bien, des approches de type basées sur la pleine conscience ou des psychothérapies qui font, pour les psychiatres en tout cas, complètement partie du champ conventionnel, c'est pas du non conventionnel. Euh, les techniques de chirurgie sont placées ici plutôt pour les nommer comme sous l'angle des approches non médicamenteuses, mais donc avec toute la question, quelle est la part du conventionnel et du non conventionnel dans les approches non médicamenteuses et qu'est-ce qu'on entend par là, etc., etc. Donc je vous laisse un peu explorer ce domaine, mais vous voyez que c'est une tentative assez complexe finalement de définir tout ce champ qui est considéré comme étant non conventionnel. Et puis un travail académique qui est assez récent a recensé à peu près 604 formes différentes de pratiques non conventionnelles. Donc ça montre là aussi toute l'étendue de ce champ.
Alors, en France, on a un autre concept qui est assez relayé actuellement, notamment par l'équipe de Grégory Nino, qui a fondé donc une société qui s'appelle la Société des interventions non médicamenteuses. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour peut-être entrer dans une lecture un peu critique aussi de ce concept et voir ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Donc, les approches non médicamenteuses, c'est celles qui sont situées, comme vous le voyez sur le graphe de droite, entre d'autres interventions qui ne sont pas du médicament, mais qui ne sont pas considérées comme des interventions non médicamenteuses, par exemple les dispositifs médicaux ou des mesures de santé publique, politiques. Et au sein de ces approches non médicamenteuses, à gauche, eh bien, on voit qu'il y a des approches psychosociales, corporelles, nutritionnelles qui peuvent être en intersection les unes avec les autres. Alors, le concept d'intervention non médicamenteuse laisse entendre que finalement tout ce qui ne serait pas médicamenteux fait partie des interventions non médicamenteuses. Mais quand on regarde un peu plus précisément quelles sont la définition finalement de ce concept et les approches qui y sont incluses, eh bien on voit qu'il y a des approches qui sont non médicamenteuses mais qui ne sont pas intégrées comme des approches non médicamenteuses et à l'inverse, des conditions pour être appelées intervention non médicamenteuse selon cette société qui, je dirais, vont au-delà de simplement la définition littérale de ce terme. Donc, pour être inclus, les INN doivent être en plus non invasives, mais pourtant l'acupuncture en fait partie, alors que c'est comme une approche invasive. Elles doivent être protocolisées ou avoir un cahier des charges, donc il doit y avoir un manuel assez lisible sur la façon dont elles sont pratiquées. Elles doivent être fondées sur des données probantes, ça veut dire que pour être appelé INN, il faut qu'il y ait un niveau de preuve suffisant. Reste à savoir quel est le niveau de preuve exigé, ce qui n'est pas forcément complètement clair. Et elle devait être aussi encadrée par un professionnel qualifié, là aussi posant la question, quelle est la qualification exigée? Est-ce qu'il faut que ce soit un professionnel de santé qui pratique en plus une approche non médicamenteuse, ou bien est-ce que, par exemple, des art thérapeutes peuvent être considérés jusqu'où on va, en tout cas, dans l'acceptation de ce professionnel qualifié? Et donc, il y a aussi des interventions qui sont non médicamenteuses par essence, mais qui sont exclues du champ de ces approches non médicamenteuses, la RTMS par exemple, alors même que c'est une approche qui est non invasive. Plus étonnant, et ça je l'ai découvert, les pratiques qui sont listées par la Miviludes, dès lors qu'elles sont listées par la Miviludes, ne peuvent pas faire partie des INM, même si elles reposent sur des données probantes. Or, par exemple, la Miviludes cite par exemple la méditation comme étant potentiellement une pratique à risque de dérive sectaire, même les approches de type mindfulness qui sont protocolisées. Euh, Sont exclues donc aussi celles qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Euh, et donc, posant la question, est-ce que des médicaments qui sont utilisés sans niveau de preuve pourraient ne pas être considérés comme des médicaments dès lors que leur preuve est discutée ou alors qu'ils sont utilisés dans des contextes où leur preuve est pas évidente? Ça veut dire qu'on applique aux INM un critère de rigueur finalement de la preuve qui ne s'applique pas au niveau du médicament. Et enfin, les INM qui seraient utilisés de façon alternative aux soins conventionnels sont aussi exclus du champ des INM, montrant là que c'est pas tant le qualificatif qui définit la pratique, mais son usage. Ça veut dire que si l'acupuncture est utilisée en complément, on peut l'appeler une INM, mais si elle est utilisée de façon alternative, à ce moment-là, c'est plus une INM. Donc, toutes ces questions, en fait, elles montrent aussi autre chose, c'est que finalement, le terme intervention non médicamenteuse désigne implicitement le médicament comme une référence, non seulement pour la médecine, mais aussi pour la santé. Une référence qu'on peut considérer comme un peu discutable aussi, considérant bah, voilà, que la santé, ça va bien au-delà que simplement la question du médicament. Euh, et donc finalement, cette définition non médicamenteuse, elle définit certains exclus qui sont ici les non-médicaments. Et finalement, l'auteur Grégory Nino s'étonne finalement de la grande hétérogénéité, du manque de clarté des concepts d'INM utilisés par différentes sociétés. Je pense que en fait, cette hétérogénéité, elle est simplement intrinsèque au fait de définir un champ de recherche par la négative. C'est un peu ce que j'aurais envie d'appeler la science du neti. Neti, c'est ce qui permet d'exclure tout ce qui ne fait pas partie. Et on pourrait avoir la même hétérogénéité finalement si on considérait de définir comme un objet pertinent les interventions non chirurgicales, qui pour les chirurgiens ont certainement une pertinence, mais qui, je dirais, engloberaient un tas de choses qui peuvent être extrêmement hétérogènes. Ou si on en revient à la psychiatrie, ben, les interventions non psychiques, et qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Ben, est-ce que c'est du corporel? Est-ce qu'on exclut le psychocorporel parce qu'il y a quand même un peu de psychique? Ben, voilà. Donc, pour moi, j'entends bien cette intention raisonnable de vouloir faire des groupes, mais la réalisation, finalement, aboutit à quelque chose de potentiellement irrationnel. Et c'est là que cette tentative de regrouper me questionne, et que au CUMIC, on a plutôt pris comme parti de se dire que les pratiques de soins non conventionnels en tant que
unité, que groupe de pertinent de regroupement ben, peut être discuté. Et je pense que le terme INM fait aussi partie de ça. Et l'autre élément que je questionne finalement, c'est que beaucoup de sociétés ont utilisé un terme de thérapie non médicamenteuse, intervention non médicamenteuse. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est une solution de facilité qu'ont utilisé ces instances pour parler de ce qui n'est pas le médicament, donc pour mettre de façon assez vague tout ce qui apporte, tout ce qui ne correspond pas au médicament qui est plutôt bien réglementé, ou bien vraiment une volonté d'identifier un objet pertinent à la fois pour la clinique et la recherche. Et mon penchant irait plus vers une solution de facilité qui définit pas forcément l'INM comme un objet de recherche pertinent. Et donc, ce qu'on entend quand même comme démarche que je soutiens complètement, c'est la volonté de cette société de vouloir évaluer de façon fiable un certain nombre de thérapies pour faire des fiches qui sont à peu près lisibles, et ça, on peut tout à fait l'entendre. Il faut savoir aujourd'hui que sur la plateforme qui recense ces différentes fiches, il y en a 11 qui ont été recensées. Donc, ce qui est peu par rapport à l'ensemble de ce que j'ai pu montrer tout à l'heure, où il y avait plus de 600. Et parmi elles, on trouve deux techniques de psychoéducation, de la rumination cognitive, de la simulation cognitive, des approches qui sont, je dirais, quand même assez dans le champ du conventionnel plutôt pour ce qui est de la pratique en psychiatrie. Voilà, et donc la position que préfère le CUMIC, finalement, c'est de renoncer à ces groupements dont la validité conceptuelle du scientifique peut être un peu discutable, je revois à cet article que je mentionnais déjà tout à l'heure, et plutôt d'évaluer, et là on se rejoint avec la société de la NPIS, d'évaluer chaque thérapie pour ce qu'elle est, dans une indication précise, en précisant bah, la méthodologie d'évaluation et ses intérêts et ses risques. Tout ça pour en arriver donc maintenant à la question de la médecine intégrative. Je reviens à cette définition, c'est l'association des traitements conventionnels de thérapie complémentaire. Et finalement, au, au, à l'issue des réflexions que j'ai posées juste avant, la médecine intégrative, pour moi, c'est la médecine qui vient questionner les motifs et les acteurs de l'exclusion. De l'exclusion de quoi? Ben, de certaines thérapies qui sont considérées hors du champ de la médecine conventionnelle. Et c'est aussi une médecine qui est directement confrontée à la question de l'exclusion, puisque c'est une médecine qui doit elle-même assumer un arbitrage finalement qui peut être discutable des thérapies qui doivent être ou non incluses dans l'intégrative, puisqu'à l'évidence, la médecine intégrative, comme partout, c'est pas la médecine qui a vocation à ouvrir la porte à tout. Elle doit faire aussi le tri entre ce qui lui paraît pertinent et ce qui lui paraît non pertinent. Et ça, bien relève à la fois de critères scientifiques, mais pas uniquement. Et donc, ça, c'est une tentative de définition un peu conceptuelle que j'ai essayé de donner. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'aborder ce thème-là à travers les représentations que s'en font les acteurs dans le milieu courant. Puisqu'on a beau parler de médecine intégrative, chacun se fait sa propre représentation finalement de ce que c'est. Et donc, j'ai trouvé cet article qui est intéressant, qui date donc de 2023, qui a été mené en Australie et qui interroge des médecins généralistes et on leur demande qu'est-ce qui, selon vous, fait partie de la médecine conventionnelle, non conventionnelle ou la médecine intégrative. Et on leur demande de classer finalement ces différentes pratiques et vous allez voir un peu quel est le résultat. Alors, ce qui est considéré comme faisant partie à la fois de la médecine intégrative et conventionnelle, ça veut dire comment les deux se combinent finalement assez bien, mais c'est toute la médecine du mode de vie, avec les conseils ou les approches plus psychoéducatives sur la nutrition, l'exercice physique, la gestion du stress, etc. D'autres types d'interventions comme la prescription de vitamines quand il y a des indications cliniques bien posées, des traitements musculo-squelettiques quand il y a là aussi des procédures un peu lisibles, mais sont inclus aussi dedans les approches psychologiques de type thérapie cognitivo-comportementale ou mindfulness. Donc tout ça, c'est considéré comme faisant partie de l'intégratif et du conventionnel. Donc c'est pas, je dirais, la part conventionnelle a une part assez forte quand même dans cette définition. Maintenant, qu'est-ce qui fait plus purement partie des approches intégratives? Et c'est là que je trouve ça assez intéressant. On trouve dedans, ben, pour les systèmes de médecine traditionnelle, ça c'est un peu sans surprise, des approches manuelles, mais on va trouver aussi beaucoup d'approches qui sont des approches de type mind-body, ça veut dire des approches en gros psychocorporelles qui insistent beaucoup sur la dimension du travail sur le corps pour, par exemple, gérer le stress ou différents types de pathologies avec une intrication psychosomatique. Et dedans, on trouve, dans ces approches, eh bien, des thérapies psychologiques en vert, comme la relaxation, l'hypnose, la mindfulness, la méditation, etc. Donc on voit que ce type d'approches qui sont vraiment, pour nous, intégrantes en psychiatrie dans le champ du conventionnel, eh bien, sont considérées ici comme faisant plutôt partie du champ, en médecine générale, de ce qui est thérapie complémentaire et intégrative. Et les autres approches, type méthode Feldenkrais, Tai Chi, Qigong, etc., sont considérées comme plutôt des approches
relevant du domaine de l'intégratif. Et donc, à partir de ça, comment on peut appliquer ce raisonnement et quels sont les contours de ce qu'on peut intégrer dans une vision, on va dire, intégrative de la psychiatrie ou qu'est-ce qui fait partie plutôt du conventionnel. Et cette question, j'y suis arrivé en fait lorsque on m'a invité à participer à un groupe de travail qui parlait d'une psychologie intégrative. Et je trouvais le terme intéressant parce que la psychologie intégrative, c'est ce champ de la psychologie qui a essayé de réunir différents types de courants de pensée en psychologie qui n'étaient pas forcément, je dirais, euh, si compatibles au départ, par exemple les approches cognitivo-comportementales et les approches psychanalytiques, mais il y a eu tout un effort dès les années 80 pour essayer de construire des courants de psychothérapie intégrative qui mélangeaient ces courants de pensée opposés. Et la question que j'avais envie de poser que j'ai posée dans ce groupe, c'est finalement quelle place laisserait la psychologie intégrative aux psychotropes? Finalement, la question qui est posée, c'est est-ce que dès qu'on est dans une approche de psychologie intégrative, est-ce qu'on va jusqu'à inclure aussi ce qui relève du champ du biologique au final? Et quelles seraient les raisons finalement pour l'en exclure? Et donc, appliquant ce raisonnement à la psychiatrie intégrative, c'est de la même façon. Qu'est-ce qu'on appelle la psychothérapie, la psychiatrie intégrative, et qu'est-ce qu'on a besoin d'intégrer qui aurait été exclu? Est-ce que c'est la dimension du corps, par exemple, en psychiatrie, qui a souvent été quand même mis un peu à la marge, mais qui a tendance à revenir? Est-ce que c'est la dimension de la spiritualité, qui fait partie aussi d'éléments euh, bien dont on parle en fait, mais qui est intégré plutôt par les bords? Est-ce que c'est toutes les approches qui sont non Claude Bernard compatibles, ça veut dire qu'ils ne reposent pas sur une physiologie euh, d'organes matériellement mesurables, comme elle est, voilà, comme elle sert beaucoup de références aujourd'hui de façon assez implicite pour définir le conventionnel? C'est toutes ces questions que je voulais poser. Et donc, pour en venir plus spécifiquement à la question de la psychiatrie, dans les troubles mentaux, on sait qu'il y a à peu près 16 à 40% des patients qui y ont recours, que les patients en sont globalement satisfaits, ce qui ne veut pas dire grand-chose de leur efficacité comparée au placebo, mais dans leur perception subjective, en tout cas, ils en sont satisfaits, voire très satisfaits. Et il y a plusieurs services en Suisse ou en Europe qui intègrent de ces approches de thérapie complémentaire dans leurs soins psychiatriques conventionnels en Norvège, où c'est même équivalent finalement au service de soins somatiques. Et donc, une publication qui a été réalisée ensuite, qui interrogeait la propension des auteurs à vouloir utiliser finalement la psychiatrie intégrative. Et ce qui était intéressant, c'était de voir ce qui était mis dans le champ de l'intégratif et ce qui était exclu du champ de l'intégratif parce que c'était que du conventionnel. Et donc sont mis dedans les produits naturels biologiques, les approches psychocorporelles, la médecine traditionnelle chinoise, mais on voit dedans, là aussi, que le MDR et la mindfulness, par exemple, restent considérés comme des approches relevant de l'intégratif et pas du conventionnel, y compris les compléments alimentaires. Et en sont exclus donc les règles hygiéno-diététiques, les thérapies classiques, y compris la psychanalyse, alors même que certains auraient envie de la mettre parfois dans ce qui est plutôt dans les marges, et les thérapies physiques, donc qui ne touchent pas, qui sont pas propres à la sphère psychique, mais qui sont quand même considérées comme du conventionnel. Et donc, cette étude va un peu plus loin en essayant d'évaluer quelles sont la propension des psychiatres et les facteurs qui déterminent la propension des soignants à vouloir utiliser ces approches dans les soins. Ce qu'on retrouve, c'est la perception des normes sociales. Ça veut dire plus finalement l'environnement professionnel est plutôt ouvert et plus on va être enclin à vouloir utiliser ces pratiques, plus on considère que intégrer ces pratiques-là, ça fait vraiment partie du rôle soignant et plus on va être amené à le faire. Et puis aussi d'autres facteurs plus affectifs sur lesquels je ne reviendrai pas. Alors, je vais passer rapidement là-dessus parce que le temps avance. Sur la question d'intégrer finalement ces approches, non pas alternatives comme vous voulez le titrer le monde, mais vraiment complémentaires, eh bien, on a pris une position au niveau du CUMIC qui est justement de se rapprocher d'un modèle suisse qui est d'intégrer en formant à la fois les médecins et les soignants au concept de la médecine intégrative, mais également en osant un peu réguler la question du statut des praticiens de santé non professionnels de santé pour qu'ils puissent intégrer pleinement le système de santé, ce qui est le cas en Suisse aujourd'hui. Et donc, pour finir, parce que je crois que le temps est un peu court, pour moi, la question je voulais donc partager un peu ces réflexions pour arriver à cette conclusion. Est-ce qu'on doit parler de psychiatrie intégrative? En fait, je suis un peu partagé. Je pense que d'un certain point de vue, oui, parce que c'est un peu aujourd'hui la mode et ça permet d'afficher le souhait de faire entrer dans les soins des approches qui peuvent être considérées comme pertinentes à la fois du côté médical et du côté des soignants. En même temps, je me dis, est-ce que c'est
compte tenu du fait que ce terme-là induit quand même la question d'une norme et induit directement la question de qu'est-ce qu'on exclut et qu'est-ce qu'on inclut, je pense qu'il est important de sortir de l'impasse de ces groupements donc non conventionnels, non pharmacologiques, qui sont pour moi des listes plutôt, désolé du terme, mais qui peuvent être plus des listes pseudo-scientifiques que réellement scientifiques, et que la pertinence repose plus pour moi la définition d'un modèle de soin qui permet d'intégrer ou non telle ou telle thérapie. Ça veut dire un concept de soin complet qui permet d'intégrer les différentes dimensions du patient et ses différentes dimensions problématiques et des interventions qui permettent de répondre à ces différentes dimensions. Et tout ça, ça oblige à définir donc un système de pensée intégratif, une conception même, on va dire, un peu holistique de la santé, qui va guider le choix des interventions thérapeutiques de façon cohérente et qui va définir l'inclusion de certaines thérapies, pas uniquement sur la question de la preuve, mais sur la cohérence au système et la preuve quand on peut en disposer euh, euh, au mieux. Donc, j'espère que ça va susciter des questions et je m'arrête pour qu'on puisse avoir le temps des échanges, justement.